Docteur Ousmane Kaba, bonjour et merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Écoutez, bonjour Fatim, je vous reçois avec beaucoup de plaisir parce que vous ne savez peut-être pas, mais j'ai commencé les études économiques en Côte d'Ivoire à l'université de Cocody, où j'ai de nombreux amis d'ailleurs, et c'est mon pays. Et je travaillais avec le président de Côte d'Ivoire à Washington, au Fonds monétaire international, donc c'est la même chose pour moi que la Guinée. Nos pays sont liés, voilà, à travers vous. C'est un clin d'œil de nostalgie. Et tous ceux qui habitaient avec moi à la cité Mermoz, je leur dis bonjour. Le message est passé. Alors, vous êtes le premier à avoir annoncé votre candidature à l'élection présidentielle. Malgré le contexte controversé de l'époque, qu'est-ce qui a motivé votre décision? Écoutez, ça faisait plus d'1 an qu'on se battait dans la rue, dans le cadre du FNDC, Front National de Défense de la Constitution, contre même l'idée de 3e mandat. Et malheureusement, nous avions affaire à un gouvernement autiste. Et malgré que nous avons rassemblé des millions de Guinéens à chaque fois, on n'a pas abouti, puisque nous n'avons pas empêché la nouvelle Constitution ni la nouvelle Assemblée nationale, avec tout ce que cela comporte comme dérapage, évidemment. Et c'est en ce moment que nous nous sommes dit au PADES que la lutte peut être autrement, elle peut être dans les urnes. Ce qui est d'ailleurs la vocation première d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir dans les urnes. Et nous pensons qu'il faut faire confiance au peuple de Guinée. Nous avons eu des cas similaires en Afrique de l'Ouest, où on n'a pas pu empêcher les présidents d'être candidats pour un 3e mandat. Par contre, on a réussi à les battre dans les urnes. Alors, vous êtes candidat du Parti des démocrates pour l'espoir, le PADES. Comment s'est déroulée votre campagne électorale? Écoutez, bien et mal. Bien parce que nous sommes très acceptés au niveau de la population guinéenne. Dans toutes les régions naturelles, c'est extraordinaire. On est enthousiaste. Malgré la fatigue de la campagne, la fatigue de la politique, quand je vois des milliers de jeunes gens venir nous porter leur confiance, c'est réconfortant. Et on se dit que finalement, on ne se bat pas pour rien. Parce que la jeunesse guinéenne aujourd'hui regarde le PADES comme la solution vraiment des problèmes guinéens. Pour le comprendre, il faut se rappeler que le dernier classement du PNUD, parmi 189 pays au monde, la Guinée se trouve dans les 15 pays les plus misérables, malgré l'énorme potentiel que nous avons en termes de fer, de bauxite, d'eau, de la bonne terre, de l'énergie, tout ce que vous avez comme potentialité en Guinée, que la Guinée se traîne encore parmi les pays les plus misérables. C'est ça le paradoxe guinéen. Et ça, vous l'imputez exclusivement au chef de l'État actuel? Non, pas du tout. À la mauvaise gouvernance pendant très longtemps. Malheureusement, lui, il est venu pour renverser, il n'a pas pu. Il a même aggravé certains problèmes parce qu'aujourd'hui, le réseau routier est devenu plus mauvais qu'il n'était avant qu'il ne soit président de la République. Pour aller à Kindia, qui est à 120 km, vous pouvez passer 5 heures de temps. Donc la situation s'est dégradée? Ça s'est dégradé. Le réseau routier, en tout cas, s'est dégradé. Il y a eu quelques progrès dans les investissements énergétiques parce que quand même, il a construit 2 grands barrages et peut-être 3 en cours de construction. Ça, c'est des progrès parce que pour l'avenir, ça va faciliter un certain nombre de choses. Par contre, nous avons eu des divergences parce qu'il n'a pas voulu décentraliser ceci et ce n'a pas été suffisant pour résoudre le problème de l'électricité en Guinée. Alors, votre programme est un projet de société portant sur 10 points, notamment sur le renforcement de l'unité nationale et l'approfondissement de la démocratie. C'est le premier point. Est-ce à dire que la démocratie et l'unité nationale sont en danger en Guinée? Mais bien sûr, l'unité nationale est malmenée, notamment par les hommes politiques, à travers leurs dires. Moi, je profite de cette élection vraiment pour dire à tous les hommes politiques guinéens qu'il n'est pas raisonnable de diviser un petit pays comme la Guinée. Nous sommes des frères et sœurs et que tout ce que nous disons doit aller dans le sens de l'unité nationale et non communautariser les débats. C'est très très mauvais et c'est important de le dire. Même une présidente de la République ne vaut pas un pays en guerre. Voilà. Donc il faut l'éviter. Et en ce qui concerne la démocratie, nous avons beaucoup d'entraves. Nous-mêmes, nous avons été embêtés. Notre matériel électoral a été bloqué à la frontière du Sénégal pendant longtemps.
On était obligé de le faire venir par avion avec des coûts supplémentaires, etc., jusqu'à la dernière minute. Ensuite, nous avons quelques militants qui sont de temps en temps violentés dans certaines zones du pays, notamment en Haute-Guinée, à Sigiri, à Kankan, à Banankoro. Là où ils estimaient que c'est le fief qu'aucun autre parti ne doit vivre, malheureusement, ils vivent très mal le retournement de l'opinion vis-à-vis du RPG Arc-en-Ciel. Et ces frustrations, évidemment, provoquent quelques tensions. Et je crois que nous devons tous savoir raison garder et laisser le peuple de Guinée librement choisir son dirigeant. Deuxième point très important, c'est le réseau routier, les chemins de fer. Parce qu'on ne peut pas bâtir un pays s'il n'y a pas de route. Ça n'a vraiment pas de sens. L'eau et l'électricité. Nous nous sommes engagés à électrifier les 33 préfectures de la Guinée. C'est quelque chose qui est facile pour nous, avec le mix énergétique que nous avons, le grand potentiel hydroélectrique, mais aussi le solaire, et l'éolienne, et les groupes électrogènes. Mais on peut le faire et très rapidement. Vous savez, j'ai toujours dit à tout le monde qu'il est illusoire de parler de développement économique dans un pays si ceux qui soutiennent les structures économiques, c'est pour ça qu'on les appelle en économie infrastructure. Si on ne les a pas, ça ne sert strictement à rien. Vous ne pouvez pas faire de l'industrie, vous ne pouvez pas développer les petites et moyennes entreprises ni créer de l'emploi si vous n'avez pas d'électricité, si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas d'eau dans un pays. Alors vous proposez de refaire donc le réseau routier guinéen, un meilleur accès à l'eau, à l'électricité, de rebâtir complètement le système éducatif guinéen et le système de santé, de développer les zones rurales, d'endiguer le chômage des jeunes. Mais comment allez-vous financer tous ces grands projets ? La Guinée ne manque pas de ressources, mais vous avez bien raison de le dire. C'est un pays qui ne manque pas de ressources. Nous avons énormément d'évasion fiscale dans ce pays. Pour vous donner une idée, nous faisions 15 millions de tonnes de bauxite. Aujourd'hui, on fait 75 millions de tonnes de bauxite. Nous devions avoir des recettes d'un peu moins d'1 milliard de dollars par an, que nous n'avons même pas. Personne ne peut vous dire où va l'argent. Non seulement nous allons mobiliser toutes les ressources intérieures, nous en avons énormément de ressources que nous pouvons mobiliser, mais nous allons mobiliser aussi les ressources extérieures. Vous savez, c'est aussi la force du PADES. Vous parlez à un économiste professionnel qui a passé sa vie justement à rechercher le financement de tous les projets. C'est juste pour ne pas ennuyer les téléspectateurs que nous ne rentrons pas dans les détails, mais je peux vous rassurer qu'il s'agisse de la mobilisation des ressources internes ou de la mobilisation des ressources extérieures, il y a suffisamment de possibilités pour financer le développement en Guinée. Nous avons beaucoup de mines aussi. On a essayé dans le passé de faire des deals contre les infrastructures. Malheureusement, ça n'a pas abouti comme on le souhaite, mais nous avons un potentiel énorme. Et nous savons le faire. C'est vraiment notre travail, ça. Même lorsque j'étais conseiller à la présidente de la République auprès du professeur Alpha Condé, c'est moi qui mobilisais beaucoup de ressources en provenance et de Chine et des pays occidentaux traditionnels de la Guinée. Justement, oui. En tant qu'ancien conseiller du président Alpha Condé et expert en économie, pourquoi n'avez pas vous profité de cette proximité avec le chef de l'État à l'époque pour insuffler toutes ces idées, tous ces projets que vous nous présentez aujourd'hui en tant que candidat? C'est ce que j'ai essayé de faire. Il ne vous a pas écouté? Il ne m'écoute jamais pratiquement. Vous savez, nous avons un gros problème, nous les économistes. Parce que les gens nous accusent de tous les maux, d'être complices avec tous les diplômes du monde, diplômés de la Sorbonne, diplômés de Harvard, mais vous avez un pays misérable. La raison est toute simple. C'est qu'on donne des conseils qui sont rarement suivis par les hommes politiques. D'ailleurs, ils s'évertuent à faire juste le contraire de ce que vous dites. Moi, j'ai dit de décentraliser l'énergie pour que l'intérieur du pays puisse avoir de l'énergie, pour avoir des agro-industries dans ces zones-là, qui sont des débouchés naturels des agriculteurs. Il a fait juste le contraire. Nous avons demandé de ne pas se spécialiser dans la bauxite, parce que ça fait des dégâts environnementaux énormes, sans pour autant avoir des ressources financières conformes à nos aspirations. Eh bien, il a accéléré l'industrie bauxitique. Au lieu de mettre les usines d'alumine en place, c'est ce que nous appelons le pacte colonial.
Vous savez, le pacte colonial, l'Europe se spécialise dans l'industrie, les pays africains dans les matières premières. Aujourd'hui, nous avons le même pacte colonial, mais avec nos présidents. Pourquoi? Parce que le court terme les arrange plus. Ils ont des cycles politiques courts. Donc les gens préfèrent ce qui est très rapide, cache-cache, au lieu de penser à l'avenir. Mais si vous ne mettez pas d'usine, vous ne créez pas d'emploi, la valeur ajoutée est dans un autre pays. Nous exportons de la terre rouge pour aller dans des pays qui n'ont pas de bauxite, qui eux retiennent la valeur ajoutée. C'est là qu'on crée des emplois. C'est là qu'il y a la contribution fiscale. Et c'est là qu'il y a les profits. Alors ça ne peut pas continuer, ça ne fait que nous appauvrir. Et c'est à cause de toutes ces divergences que nous décidons maintenant de faire de la politique et de vraiment changer le pays. Car au fond, moi c'est ma conception de la politique. Elle ne sert qu'à deux choses, donner la dignité et l'indépendance au pays. La première génération l'a faite. Le président Ahmed Sékou Touré, je pense au président Houphouët, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, tous ces gens-là, ils ont fait leur devoir vis-à-vis de nous, les générations futures de l'époque. Mais nous, on n'a pas réussi, et c'est le deuxième objet de la politique, c'est donner la prospérité au pays. Nous, on n'a pas réussi à décoller économiquement. Et la Guinée, c'est l'exemple type d'un gaspillage de ressources énormes, avec de grandes potentialités, mais avec une classe dirigeante complètement inconsciente et corrompue, qui n'arrive à rien. Nous avons dénoncé à l'intérieur du système. On nous a renvoyés. Je rappelle que moi, j'ai été renvoyé même du parti présidentiel lorsque j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le chef de l'État. Et pour ses déclarations, et pour ses problèmes, ses prises de position de politique économique. Alors, vous étiez donc ministre de l'économie et des finances sous feu général Lansana Conté, et vous avez également été ministre d'Alpha Condé, mais récemment, vous avez dit, mais voilà, justement, revenons sur cette précision. Récemment, vous avez affirmé, vous avez contesté cette appellation en affirmant, je vous cite, il y a une différence entre être ministre conseiller à la présidence et ministre d'un département. Que voulez-vous dire précisément? D'abord, parce que le mot ministre conseiller trompe beaucoup de gens. Ce n'est qu'un simple conseiller. Vous ne faites pas partie du gouvernement, vous n'assistez même pas au conseil de ministres, vous ne gérez aucun département. Vous êtes juste un conseiller. Avec juste un conseiller. Mais c'est pas juste. Non, attendez. Parce que c'est par respect. Comme quand vous avez été ancien ministre, au lieu de vous nommer juste conseiller, on vous dit ministre conseiller. Mais vous n'êtes que conseiller. Il faut le savoir. Vous ne faites partie d'aucun gouvernement. C'est une confusion souvent que les gens ont. Moi, je n'ai jamais appartenu au gouvernement du professeur Alpha Condé. J'étais juste conseiller à la présidence. Et lorsque je donnais des conseils, nous avons eu des divergences sur la base de ces conseils-là. Et c'est lui qui m'a expulsé et de son parti et de mes fonctions à l'Assemblée nationale et de beaucoup de choses. Donc c'est une manière de vous désolidariser de ce bilan, finalement. Absolument. Je me désolidarise totalement. Parce que moi, tout ce que j'ai demandé, il a fait juste l'inverse. Alors que voulez-vous qu'on dise? Alors, vous souhaitez barrer la route à Alpha Condé dans les urnes, mais en 2010, vous n'aviez obtenu que 0,54% des voix sous la bannière du Parti libéral pour l'unité et la solidarité. Comment comptez-vous améliorer votre score en 2020? Alors, ça, c'est une très bonne question parce que ce que vous n'avez pas dit, en 2010, le parti venait juste d'être créé. On n'était pas du tout connu comme un homme politique. C'est un peu le cas que nous avons aujourd'hui. Nous avons 12 candidats, avec des candidats qui sont très bien sur le plan de la personnalité, de l'instruction, mais qui n'ont pas de parti. Autrement dit, leur parti vient de les créer il y a 2 semaines, il y a 1 mois, etc. En réalité, des 12 candidats, il n'y a plus que 3. Et des 3 candidats, moi, je suis le seul qui est déjà investi en Guinée, qui a fait ses preuves en Guinée. Parce que les Guinéens se méfient maintenant. Chacun dit non, on ne va plus voter pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait en Guinée et qui vient en pleine journée, et voilà, et que les gens ne changent pas après 60 ans. Et ça explique beaucoup l'engouement pour le PADES, où nous sommes dans les 33 préfectures de ce pays et dans les 330 sous-préfectures de la Guinée. Depuis 3 ans, nous sommes installés partout. C'est une très très grande différence. Et beaucoup de gens seront étonnés par les résultats. Ben justement, la presse vous présente un peu comme l'outsider de cette élection présidentielle. Quelle est votre stratégie pour peser face aux 2 poids lourds de la politique guinéenne depuis des décennies? Non, mais d'abord parce que nous avons un atout, c'est que les Guinéens nous connaissent. C'est un atout considérable.
Deuxième atout, les Guinéens savent ce que nous avons déjà fait en Guinée. Moi, je suis un entrepreneur du secteur de l'éducation. Au fil des années, nous avons pu bâtir la plus grande université privée de l'ensemble de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, nous avons formé plus de 22 000 étudiants. Nous avons des activités agricoles. Nous avons des activités dans le domaine de la santé. Nous venons de faire une clinique justement pour répondre à ces préoccupations des Guinéens. Donc les Guinéens disent maintenant, on veut voir la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire avant d'être candidat à la présidence de la République en Guinée? Ben, une fois que vous posez cela, ben, c'est le PADES qui sort gagnant. Et ça explique les jeunes Guinéens maintenant, parce que nous avons été très déçus par le professeur Alpha Condé. Nous étions très enthousiastes, y compris moi-même. Je me suis tellement battu pour même être à l'initiative de la création de RPG Arc-en-Ciel, etc., etc. Et malheureusement, nous avons été déçus. Nous avons été frustrés. Mais lorsque quelque chose arrive, il faut tirer les leçons de ces échecs. Une des leçons que les Guinéens ont tirées, c'est que maintenant, on ne veut plus élire quelqu'un président de la République s'il n'a pas fait ses preuves concrètes en Guinée. C'est vrai qu'en théorie, ce que vous dites, en tant qu'expert en économie, il faut bien évidemment les routes pour permettre le développement, les infrastructures. Mais c'est une donnée qui est peu comprise sur nos tropiques, puisque les gens, ils pensent à leur quotidien qui est difficile. Ils pensent au quotidien. Ce que vous préparez, peut-être que c'est pour la génération d'après, mais ceux qui sont là actuellement, non, pas ils ne vont pas récolter les fruits dans l'immédiat. Non, 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 non. Je pense que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de routes. Toutes les routes sont coupées pratiquement. Personne n'arrive à circuler. Les Guinéens en ont marre. Donc il faut réparer le réseau routier au plus vite. Voilà. Et ce n'est pas une histoire de long terme. C'est dans le court terme, il faut le faire et tout de suite. Et nous avons les moyens de le faire. La Guinée a les ressources pour le faire. La Guinée a l'aide extérieure nécessaire pour le faire. Et d'ailleurs, en fait, je vais vous faire un aveu, c'est que le professeur Alpha Condé a fait beaucoup de routes, mais les routes n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce qu'à cause de la corruption, lorsque les routes sont faites, elles coûtent très cher. On fait un appel d'offres pour avoir une entreprise qui exécute les routes, mais on ne fait pas d'appel d'offres pour le contrôle de la qualité des routes. Et c'est là que la corruption rentre en jeu. On fait contrôler les routes par des fonctionnaires du ministère des Travaux publics, ce qui est une catastrophe. Alors, les routes disparaissent 6 mois, certaines routes 1 an, 2 ans, au lieu de 30 ans, parce que la qualité n'y est pas. Voilà. Donc, ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens. En réalité, nous utilisons très mal nos moyens à cause de la corruption endémique et au fait que le chef de l'État, personnellement, ne suit pas. Voilà. Et nous avons les moyens de le faire, nous avons l'expertise pour le faire, et ça va se faire très vite. Et ça n'attend pas, c'est du très court terme. Ça fait partie du niveau de vie des Guinéens. Hein? L'eau, l'électricité, vous ne pouvez rien faire sans électricité. Moi, je suis très content de ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, parce que non seulement tout le monde a l'électricité, mais ils sont en train de brancher aujourd'hui les petits villages de 500 habitants. C'est ça qu'on appelle la gestion économique. Mais on ne peut pas faire de l'économie. C'est comme si vous voulez construire une maison sans soubassement. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Vous contestez la candidature d'Alpha Condé, mais vous acceptez de prendre part à cette élection illégitime aux yeux de certains. Mais donc, si vous gagnez, vous pensez que votre victoire va légitimer? Attendez, je pense qu'il faut qu'on se comprenne bien. Un parti politique n'est pas une armée. Ce n'est pas une gendarmerie, ce n'est pas la police. Et nos militants ne sont pas des guerriers au menu. Hein? Nous sommes là pour sensibiliser le peuple de Guinée, pour les informer des enjeux et pour les amener à voter pour sanctionner un régime en place. Et c'est exactement ce que nous faisons. Donc nous pensons que c'est le même combat. Mais c'est un combat qui épouse une autre forme que de descendre dans la rue. Voilà. Nous sommes descendus dans la rue plus d'1 an. Nous avons essuyé beaucoup de gaz lacrymogènes. Moi-même, j'ai été intoxiqué par ces gaz-là et tout. Et donc, nous avons continué ce combat. Mais aujourd'hui, nous avons une chance inouïe de changer de régime pacifiquement et par les urnes. Ben, il faut en profiter. La politique de la chaise vide n'a jamais arrangé personne.
Hein, c'est bien connu. Voilà. Nous n'allons pas encourager la politique de la chaise vide et nous n'avons pas les mêmes objectifs que les sociétés civiles. C'est pourquoi lorsque j'ai dit, maintenant il y a beaucoup d'autres partis qui nous ont rejoints après réflexion. Voilà. Est-ce que votre candidature est une alternative à la confrontation, entre guillemets, politico-ethnique qui oppose Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo? Mais en tout cas, le PADES est perçu comme tel. Et j'attire toujours l'attention là-dessus et je condamne toutes les dérives, que ça vienne de ma droite ou de ma gauche. J'estime que notre pays est assez fragile et que nous, les hommes politiques, nous avons une responsabilité particulière de ne pas diviser ce pays. Est-ce que c'est dû à ma carrière d'enseignant, où je suis avec tout le monde en même temps et je suis d'un naturel qui aime tous les Guinéens, sans aucune exclusivité. Donc voilà, je pense que nous devons jouer notre rôle. Et nous ne devons jamais oublier, au-delà de la présidence de la République, que nous avons en commun un pays à préserver. Nous avons une jeunesse à éduquer. Nous avons une jeunesse pour qui nous devons trouver des emplois, à sortir de la pauvreté. Écoutez, la Guinée, c'est le même pays. Nous sommes tous mariés, nous avons des enfants, des familles entremêlées. C'est exactement la même chose. Ce que nous avons en commun, c'est la misère de la Guinée. Ce que nous avons en commun, c'est le chômage massif des jeunes. Il n'y a aucun privilégié dans ce système, en réalité. Aucune région n'est privilégiée. Le professeur Alpha Condé vient de la Haute-Guinée, mais la Haute-Guinée est la région la plus déserte en termes d'investissement public. C'est la région la plus pauvre de la Guinée. Donc tout le monde sait très bien que ça n'a absolument rien d'ethnique. Mais c'est au niveau du vocabulaire, au niveau de la parole qu'il y a des problèmes. Et c'est une lourde responsabilité des hommes politiques. Nous devons surveiller ce que nous disons. Nous ne devons rien dire qui mette en péril l'unité de notre pays. Un pays solidaire, un pays qui a eu l'indépendance parce que tous ses enfants se sont donné la main. Je pense que vraiment nous devons éviter de diviser notre pays. C'est une conviction profonde chez moi, parce que je ne conçois pas autrement d'ailleurs. Alors si vous n'êtes pas au second tour, hein, on ne sait jamais, quelles seront vos consignes de vote? Est-ce que vous en aurez? D'abord, je serai au second tour. Non pas parce que c'est convenu, non, parce que j'y crois fermement. Voilà, donc je n'ai rien envisagé pour le moment. Je sais que je dois être élu et je ferai ce qui est mon possible pour être élu. Et quand je vois la réponse de la population à la base, moi je n'ai pas de doute. Voilà. Vous restez très optimiste à ce qu'on voit. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions, docteur Ousmane Kaba. Merci beaucoup Fatim et bien des choses à tous mes amis de Côte d'Ivoire.